Chers internautateurs et internautatrices, amateurs de bande mais dessinée, bienvenue dans ce Strip Track, l'émission qui déshabille la bande dessinée. Et j'ai avec moi l'incroyable monsieur Christophe. Comment ça va bien, Christophe? Bien, très bien, merci Fall. Et toi-même? Moi ça va plutôt pas mal, d'autant qu'on va parler de bandes dessinées qui sont juste là devant et dont certaines m'ont particulièrement plus intéressé. On les a mis dans un ordre qu'on élucidera vers la fin, hein, mais on est dans un spécial de l'Amérique. C'est ça en gros, hein, ce que tu m'as dit? Tout à fait, enfin, voilà, c'est le principe de présenter trois auteurs totalement différents les uns les autres, trois genres du comics, en tout cas de la création en termes de comics américains, des auteurs vraiment différents, intéressants les trois, et aussi on peut dire que les trois parlent du système américain, en tout cas pas du système, mais chaque fois c'est une vision de l'Amérique, et ce n'est pas la vision qu'on a habituellement venant des États-Unis, puisqu'on est un peu dans une remise en cause du rêve américain. Ok, donc on a trois œuvres ici, aux traits différents et aux propos différents. On va commencer par celui-là, qui s'appelle Jimmy Corrigan. Corrigan, oui, je sais. Jimmy Corrigan de Chris Ware. On le voit, parce que voilà, c'est parce qu'on le voit. Voilà. Je vais le montrer en caméra des portes. Ah ben Nod l'a mis là-bas. Voilà. Parce que le J et le C sont un peu mélangés là. Alors c'est un bouquin extrêmement spécial, dans la mesure où la couverture, c'est un formidable travail. On va l'ouvrir, hein, parce que tu me le signalais. Voilà. Souvent on met des petites jaquettes, machin, pour faire joli. Là, le mec, il a fait une espèce de plan. Hein, ça c'est l'intérieur, ça on le retourne, et on en a bien besoin parce que c'est extrêmement finalement complexe. Alors, tu as dit que l'auteur s'appelait Chris Ware. Alors, qui est cette personne? Alors, Chris Ware est un auteur donc américain. Alors, le livre a eu un succès critique énorme à sa sortie. C'est pas une nouveauté. Hein. Alors, c'est sorti quand? Là, c'est sorti en 2000 à peu près. Donc, il y a 15 ans, quoi. Il y a une quinzaine d'années. Il a eu l'Alphar d'Angoulême en 2003. Donc on va dire le prix du meilleur album, quoi. C'était vraiment le livre de l'année cette année-là pour Angoulême. Il y a eu une critique extraordinaire et c'est vrai que c'est un format très particulier puisque déjà c'est un gros pavé. Alors c'est un déjà, gros pavé. Il faut dire que ça a été les éditions Delcourt qui l'ont imprimé. On va dire là c'était un peu du casse-gueule et c'était une volonté de faire. Tu n'as pas le nom de l'éditeur, il n'est nulle part. Tout est planqué là. C'est une volonté clairement parce que là on est sur exactement la même version que les États-Unis, sauf que voilà, c'est traduit. Il n'y a que les phylactères qui sont mis en français. Tout reste est comme la version originale. Et donc c'est un livre c'est la vie d'un personnage, Jimmy Corrigan. Donc voilà, c'est Smartest, donc le garçon le plus intelligent de la Terre. Sauf qu'en vérité c'est un garçon qui est loser. C'est un type dont le père a quitté sa mère quand il était enfant. Lui il vit seul, totalement célibataire. Il n'a pas de relation, pas d'amis. Il a un boulot sciatique. Et il est un peu obnubilé par sa mère, enfin sa mère n'arrête pas de l'appeler, et donc il a cette vie qui est vraiment d'une monotonie absolue, et il va être contacté par son père qui va lui proposer de venir le voir, et il va aller à la rencontre de ce père qu'il ne connaît pas, et là on voit en même temps l'histoire en parallèle de plusieurs générations, puisque chaque fois c'est les générations. On parle voilà, on est vraiment dans l'anti-culture américaine comme étant les winners, ceux qui gagnent beaucoup d'argent, qui réussissent. Là, on est vraiment sur des personnages qui sont des losers et c'est toute une profonde des gens qui n'ont pas de vie, qui s'ennuient et qui du coup s'enferment un peu dans leurs rêves aussi. Hein. Faut le dire, c'est que voilà, lui-même rêve, il s'invente des histoires et tout ça est totalement fictif. Donc c'est un livre qui parle des générations, qui parle aussi justement, je pense, de l'Amérique et de l'histoire américaine, mais vu par des petites gens. Et c'est le quotidien, c'est l'ennui, c'est tout le temps qui passe, et c'est graphiquement en plus, c'est des approches graphiques qui sont superbes.
Alors je l'ai lu et je n'ai pas pu aller jusqu'au bout pour plusieurs raisons. D'abord, c'est que tu m'envoies plein de BD à lire en un minimum de temps. Et celui-là est extrêmement épais. Et en fait, je te faisais le parallèle juste avant qu'on commence l'émission. Ça me rappelle La vie mode d'emploi de Pérec, qui est un livre dont tout le monde vante les qualités absolument géniales. Et en fait, très peu de gens ont pu atteindre la fin du livre. Parce que c'est le livre, Pérec est le spécialiste de ce genre de choses, le livre avec le plus de parenthèses à l'intérieur ou un truc comme ça. Donc c'est des descriptions à n'en plus finir. C'est d'une chiantitude absolue, mais au niveau littéraire, au niveau verbe, c'est juste magnifique, Pérec étant un génie. Et ça m'a fait exactement penser à ça. C'est-à-dire que ce livre est autant une merveille graphique qu'un super truc chiant à lire d'un bout à l'autre, et je comprends le propos maintenant, parce que je n'ai pas été jusqu'au bout, hein, on est bien d'accord, mais c'est vrai que ça va, comme tu le dis, à l'opposé de toute la culture américaine que l'on peut imaginer ou que l'on peut subir. C'est-à-dire que c'est lent, les personnages sont pathétiques, sont lourdeaux, ils répètent la même chose des dizaines de fois, il ne se passe pas grand-chose. Tu crois qu'il va y avoir des rebondissements, parce que ça s'appelle l'enfant le plus intelligent du monde. Tu dis, il va se passer quelque chose. Ça commence avec un super-héros qui arrive, tu dis, mais c'est lui, il est super-héros après. Non, du tout. Pas du tout. Il ne se passe rien, mais c'est d'autant plus génial que le graphisme est juste une tuerie. C'est-à-dire que c'est magnifique de bout en bout. Et c'est d'autant plus difficile à lire quand on a mon âge, parce que c'est un enchaînement de cases, parfois vraiment minuscules, vraiment qui se ressemblent avec des traits, partout on le voit bien là quand on zoome, voilà, avec des bouts de texte, ils répètent la même chose, et parfois il y a des textes assez longs, comme je n'ai pas été jusqu'au bout, pour ces diverses raisons, parce que c'est très long, parce que c'est lent, puis qu'il y avait d'autres BD à lire, et je n'ai pas bien compris pourquoi, mais par moments il y a des mots en gras. Alors je me dis, il y a peut-être un truc à comprendre avec les mots en gras. Ça c'est américain. C'est un peu sur la ponctuation, c'est-à-dire que là c'est clairement un code... c'est même pas un code graphique, c'est avant tout un code dans les dialogues où effectivement ils mettent des mots en gras. Les Américains mettent régulièrement certains mots en gras comme une sorte de, je pense peut-être d'accentuation verbale sur les propos. Ce genre de case, c'est juste magnifique. Moi, je trouve le dessin vraiment splendide. Alors autant je peux rester devant un film qu'on pourrait qualifier de chiant, tu sais, à la Wes Anderson et autres, tu vois, mais tu es sur un canapé, tu es tranquille. Autant, alors je l'ai déjà dit, je lis sur les toilettes, donc on est moins à l'aise pour rester des heures assis sur les toilettes. Et surtout, donc je disais, par rapport à ce graphisme, à ce texte, c'est que moi, je suis un peu vieux, et donc j'ai une vision un peu à la con. Mon punctum proximum, comme on dit, est assez... voilà, il n'est pas très long et comme ça. Donc je suis obligé de lire comme ça. Voilà, quand je lis une BD, je suis comme ça, parce que c'est écrit quand même extrêmement petit. Et alors, avec l'enjancement des cases, qui n'est pas tout à fait... Alors regarde, je vais la montrer là en gros plan ici, par exemple. Note, celle-ci. Voilà. Voilà, alors il y a un sens de lecture, comme ceci, comme ça, voilà, là on le voit bien. Hein. Et je vais vous montrer maintenant, tu vas pouvoir, voilà, là vous avez vu comment ça se passait. Note, petite caméra en face là, je vais vous montrer ce que ça donne quand je la lis moi. En fait, je suis comme ça. Voilà. Donc c'est assez. Il veut me montrer là le en train de dire. Ça, au bout d'un moment, j'ai mal au cou. Et, donc, et encore là, tu es tombé sur une page qui est à peu près cohérente. Qui est à peu près cohérente, parce qu'il y a des endroits. Alors je suis là, comme ça. Donc ça fait un peu mal au cou. Je vais t'en sortir parce en plus, il y a des effets de mise en page qui sont parfois extraordinaires. Quand tu tombes là-dessus, moi je suis du genre. Remonte-moi ça. Moi je suis du genre à vouloir lire ça, tu vois. Oui, mais c'est fait pour. Voilà. Et bien là, quand tu es vieux, tu es mort. Voilà. Parce que c'est tout un ensemble. C'est énormément de aussi petits détails qui sont construits pour faire ça, pour amener cette originalité dans le propos, dans le sujet. Et c'est à la fois une œuvre qui est magnifique sur l'histoire, parce que c'est une histoire de relations humaines. Oui, bien sûr, un problème avec son père, qui on est, où on va. C'est son grand-père qui rencontre pour la première fois, une demi-sœur qui découvre. Et puis, il y a des parties, voilà, je suis en train de chercher. Quand tu veux connaître aussi un peu l'origine de certains personnages, tu as des structures comme celle-là. Tu t'aperçois qu'effectivement, un tel, il vient de la rencontre d'un tel et d'un tel, etc. On est sur des symboles qui sont en plus totalement originaux et qui sont très explicites, mais effectivement qui demandent un effort voilà. de lecture et de concentration qui est évident.
Voilà, donc ce livre, je rappelle le nom, ça s'appelle Jimmy Corrigan, The Smartest Kid on Earth, l'enfant le plus intelligent de la Terre. C'est un bouquin quand on l'a en main et qu'on aime bien le graphisme, qu'on a envie de posséder, parce que c'est un très bel objet. Si on aime le dessin, c'est juste magnifique. Par contre, c'est pas facile à lire. On commence pas dans le plus évident, effectivement, dans le plus accessible, mais clairement pour les gens qui cherchent un peu de littérature américaine, et un format original, moi je conseille. De toute façon, c'est un des chefs-d'œuvre américains du comics, pardon. Voilà. On est loin, de la bande dessinée américaine. On est loin de Superman et des comics. Il y a aussi des chefs-d'œuvre là-dedans, mais là, voilà, on est dans un autre genre, mais qui parle aussi, qui est vraiment dans la société américaine. Ça parle de la société américaine. Alors on va passer à un autre qui parle vraiment de la société américaine, qui ressemble pour le coup à ce qu'on a l'habitude de voir en BD et au cinéma plus ou moins, parce qu'en allant en commençant la lecture, immédiatement j'ai pensé à un film. Il y a une narration je me suis dit, ça ferait un bon film américain. Tu vois, l'idée à la Memento et autres, parce que le type est un peu paumé. Ça s'appelle Oncle Sam. Uncle Sam. Donc là, c'est marqué, c'est bien plus évident. Steve Darnall et Alex Ross aux éditions Summit Books. Et alors, Alex Ross, justement, c'est un auteur qui fait aussi beaucoup de super-héros. Il a un style graphique qui est fabuleux. Là, on est sur du hyper-réalisme. C'est un des très très grands dessinateurs réalistes américains. Et Uncle Sam, ça raconte justement le personnage. Effectivement, c'est un clodo, mais c'est Oncle Sam. C'est l'image de l'Amérique. Et là, on est vraiment sur un pamphlet qui montre une Amérique totalement désabusée, perdue, paumée, et qui ne se reconnaît pas dans la société américaine. Puisqu'effectivement, il est considéré comme un clochard, il est en marche complète par rapport à la société, et il revient sur les grands épisodes de l'histoire de l'Amérique, des États-Unis. Donc depuis les guerres anglo-américaines jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, ça parle de la guerre, ça parle du rapport aux forces armées, ça parle de la politique, ça parle par rapport au fait que, écologiquement parlant, les États-Unis ont fait des catastrophes. En tout cas, même pour eux, c'est qu'à un moment, on montre un désert et tout ça, et on dit c'est la déforestation, où à force d'avoir fait l'agriculture à outrance, et ben, automatiquement, les tempêtes qu'ils peuvent subir dans certaines régions sont dues justement à ce déséquilibre écologique. Et ça aborde à peu près tous les sujets, tous les thématiques de la société américaine, les médias, la politique, l'argent. C'est un portrait très acide. C'est très violent, très noir. Je l'ai reçu avant-hier, je crois. Donc j'ai commencé à le lire. Ça se lit très facilement parce que c'est une narration standard. Voilà. Une narration standard. On comprend très très rapidement le propos. C'est-à-dire que c'est assez clair. Ce personnage qui est en fait l'Amérique qui s'est perdue et qui essaye de comprendre comment elle en est arrivée là. Par cet oncle Sam qui est l'Amérique, on connaît tous l'oncle Sam, c'est l'Amérique glorieuse, sauf qu'elle s'est tellement perdue que c'est devenu un clochard qui ne sait même plus comment il a fait pour arriver là. Et qui se révolte lui-même. Oui, bien sûr, sur tous ses choix, sur tout ce qu'il a fait. C'est-à-dire que ça dépeint vraiment. Je lisais au dos qu'au moment de sa parution aux États-Unis, ça fait Grand Prix, je le comprends. Je le comprends parce que typiquement, il va parler des Indiens qui ont été massacrés. Et, alors c'est très rapide, c'est pas larmoyant, ça ne s'étend pas pendant des pages et des pages. C'est très bref. Le passage sur les Indiens d'Amérique, il va durer 2 pages, à tout casser, mais le propos il est clair, net, précis, tranchant. C'est sombre, mais ça rassure sur l'état de conscience de l'Amérique, puisqu'on se dit que y a des gens qui sont capables de faire ce genre de choses. Ouais. C'est intéressant à lire. Alors moi je ne suis pas très très friand de ce type de graphisme. C'est trop réaliste pour moi, c'est pas drôle du tout, mais le propos et le choix de narration, même si je n'ai pas été jusqu'au bout, parce que là j'ai très envie par contre d'aller jusqu'au bout, j'ai trouvé ça très, très intelligent et très fin. Et vu le monde dans lequel on vit, c'est flippant de se dire, mais ouais, on est la somme, quoi qu'il arrive, de tonnes d'erreurs et comment on va s'en sortir. Tout à fait. C'est le...
Et il y a un discours où il se révolte, lui, le personnage. Toi, il y a un moment, ces vignettes-là, parce qu'à un moment, évidemment, Oncle Sam, dans la société américaine, il est toujours représenté dans les meetings politiques, etc. Et lui, par rapport à ces représentations-là, là, on le voit sur cette page-là, il s'oppose au gars. Il dit, t'es un escroc, c'est moi. Oui. Tu n'es plus ça. Lui, le personnage dit vas-y, toi t'es un loser, barre-toi. Et lui dit mais attends, toi t'es un imposteur. Et il se révolte quand même. Il a quand même des axes des phénomènes de révolte, des réactions de révolte par rapport à ça. Il s'oppose effectivement. Donc c'est un discours qui est très très tranché et politique. C'est un discours politique. Et à un moment, on voit voir aussi la représentation de l'Angleterre, de la France, Marianne, de l'Union soviétique avec un ours. Chaque nation, c'est une réflexion politique et historique sur la société contemporaine, enfin même si ce n'était pas très contemporain, parce que je crois que c'est daté pareil d'à peu près des années 2000, je pense, je vérifie ça tout de suite, 2001, tu vois, donc voilà, donc on est toujours dans les mêmes, c'est drôle parce que à part ici, on est quand même sur des visions assez intéressantes d'auteurs américains. On est au-delà du divertissement avec ça, hein. On est au-delà du divertissement, oui. Je pense qu'il y a, alors bien sûr, c'est évident, c'est pas non plus un truc où tu vas te creuser la tête sur des profondeurs de synapses absolument hallucinantes, parce que le propos, il est limpide, il est juste limpide. On va dire, il est plus évident pour nous Européens que niveau pour Américains. Parce que cette critique de l'Amérique, on l'a toujours eu, les Français qui plus est. Donc évidemment, je pense que c'est un discours qui est plus en marche par rapport aux États-Unis, où ils ne sont pas habitués à ce discours-là, sauf dans le milieu underground. Mais là, on n'est pas dans un secteur underground. Oui, c'est ça. C'est que ça fait un gros carton quand c'est sorti, ça, aux États-Unis, non? Là, franchement, j'en sais rien. Je peux pas te dire. Okay, parce que ça fait beaucoup de bruit lors de sa parution aux États-Unis. Après, ils peuvent nous mentir à l'arrière, ils disent ce qu'ils veulent. Hein. Mais clairement, c'est un beau propos. Tiens, ben voilà, on a le chapitre, tiens, tu vas juste de voir la partie avec l'Angleterre et ici là. Non, c'était également il y avait voilà. Ici. Tu vois, ça c'est l'Angleterre avec son lion. La trame narrative, quand je dis que ça fait penser à un film ou Memento et compagnie, c'est qu'effectivement il entend des voix, il se réveille à des époques dans lesquelles il n'est pas. On le voit à l'époque du Far West, on le voit, etc. Il est au milieu des Indiens, mais il ne sait pas s'il rêve, s'il rêve pas, il ne comprend pas. Voilà. Il comprend très bien où il est, il se reconstruit d'où il vient et ce qu'il est avec tous ces éléments. Voilà, c'est Uncle Sam, c'est un livre intéressant, même si on n'aime pas trop les graphismes. La démarche m'a semblé intéressante et ça se lit extrêmement facilement. Ça se lit tout seul. Et à noter que justement, quand on parle de comics et de super-héros, parfois tu as des comics de super-héros qui sont assez profonds parce qu'ils abordent via les super-héros des problématiques américaines. Il y en a une, par exemple, qui parle du fichage. Alors, on veut que les super-héros se dévoilent parce qu'on on a marre des mecs masqués, etc. Et il y a tout un débat. Et là, on est clairement sur l'après 11 septembre, sur la sécurité, jusqu'à quel point la sécurité des citoyens doit empiéter sur la liberté individuelle. Et ce sont des thèmes qui apparaissent régulièrement dans les comics américains. Sauf que le propos est peut-être un peu plus entertainment, divertissant. Ça, je ne vois pas en quoi c'est divertissant, si tu veux. Tu vois, rien n'est déguisé. C'est très premier degré. Alors, on pourrait lui reprocher le premier degré, c'est-à-dire que voilà, c'est à plat, c'est basique. On est des salauds, on a tué les Indiens. Voilà, c'est basique, mais c'est dit. Mais peut-être que c'est une approche pas si stupide que de maquiller ça. Par exemple, dans les X-Men, le film qui a été fait au cinéma, on voit bien quand on veut ils sont dangereux, on voit bien l'ostracisation. Voilà, on les met de côté, on les ostracise. Mais il y a plein de gens, je suis sûr qu'ils le voient parce qu'ils voient juste des super-héros avec des super-dons. Voilà, là, c'est du premier degré, c'est clair, c'est net, c'est précis. C'est évident. Et c'est bien d'avoir de temps en temps des bouquins politiques. Bien sûr. Et on va passer à celui-là. Alors, ça, on est sur une nouveauté. Enfin, une nouveauté, elle est sortie en décembre ou en janvier, je ne sais plus trop. Ça s'appelle Ici. Et là, c'est la couverture qui sert à rien pour pas qu'on s'allie. C'est exactement la même. Voilà. Donc, c'est signé Richard Maguire. Et c'est chez Gallimard. Alors celui-là, qu'est-ce que tu peux nous en dire vite fait? Parce que moi j'ai beaucoup de choses à dire puisque je l'ai lu jusqu'au bout et j'ai absolument adoré. Alors, pour moi, on revient encore toujours sur un peu l'histoire de l'Amérique. Parce que imaginez que vous ayez posé un appareil photo ou une caméra à un seul endroit et que vous fassiez tourner, mais sur des milliers et des milliers d'années.
et vous aurez un plan fixe. C'est un plan fixe, mais sur lequel les époques se juxtaposent entre elles. Donc là, si on voit bien, on ne le voit pas toujours au départ, c'est qu'en haut des pages, on a à chaque fois la date, et enfin en haut de chaque cadre, parce que vous pouvez avoir plusieurs cadres dans la page, certains vont être incrémentés dans la page même. On voit la superposition et la date à laquelle les parties se posent. Donc au départ, on est un peu sur une vision habituelle de l'Amérique, mais voilà, des départs rapidement, voilà, on a sur un décor 723. En même temps, on a la pièce en 1957 et l'autre morceau de la pièce en 99. Et pour moi, voilà, on est sur un défilé, mais non chronologique de l'histoire américaine, enfin, de l'histoire de la société américaine. Alors, on est sur, c'est pas une narration, hein, il n'y a pas vraiment d'histoire. On est sur une approche graphique, sur un parti pris clair. C'est une expérience, on va dire. Voilà. Mais je ne sais pas, du coup, toi, ta réaction que tu avais par rapport à ça. Effectivement, comme tu l'as dit, alors au départ, moi je ne savais pas du tout ce que c'était, donc tu l'ouvres comme ça, et il te faut quelques pages pour capter ce qui se passe dans le bouquin. Ce n'est pas une bande dessinée où il y a un début, un milieu, une fin. Ce sont ce début, ce milieu et cette fin qui se mélangent sur un angle de vue. En gros, il a dessiné toujours le même endroit, mais à des époques différentes. Ça, c'est une chose, mais c'est là où c'est très, très, très fort, où ça peut mettre très mal à l'aise. Moi, ça m'a excité comme ce n'était pas permis. Je sais que ma femelle l'a lu et elle, ça l'a dérangé. Ça lui a posé un problème. C'est une réflexion sur notre propre existence, ce qu'on est, l'endroit où on vit, ce que c'était, ce que c'est et ce que ça deviendra. En gros, sur là où ça travaille, alors après je ne sais pas le degré de lecture, c'est peut-être aussi l'âge auquel on le lit, c'est effectivement, je me pose là en tant que personne qui existe, surtout que c'est daté, là on voit 55, on voit 89, on voit 99, ça va très loin dans le passé et très loin dans le futur. Donc il y a forcément un moment dans ces dates-là où nous on existe. Donc on est face à notre propre inexistence, puisque sur la même case, par exemple en 55, alors, regardez cette page du dessus, on va prendre cette page. Là on voit un salon, pourquoi? Parce qu'il a posé son angle là, on est dans une maison qui a été construite, donc en 55 elle est là. Et l'angle est toujours le même. Voilà. L'angle est toujours le même. L'angle est toujours le même. Parfois il y a du vide parce que la maison n'est pas construite, puisqu'on est dans le passé, on voit une maison en face se construire. Mais là, en 55, moi je ne suis pas né, je n'existe pas. En 89, j'existe. Donc moi j'ai une histoire en 89. Ma personne existe, j'ai des références, je sais où j'étais en 89, ce que je faisais. En 99, je suis encore là, mais je suis beaucoup plus vieux. Ma vie n'est pas la même. Tu vois, là en 89, je ne suis pas parent, là je suis parent. Et parfois, ça montre plus loin, et il y a des moments où je suis mort. Dans la même page, je n'existe pas, je ne suis même pas une idée dans la tête de mes géniteurs, je suis là, et je ne suis plus là. Par exemple, cette case, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 moments dans la même page. Donc, en fait, on vit au milieu de fantômes. Ça te fait prendre conscience que toute ton existence, tu passes comme ça, l'air de rien, tu n'es rien, et au moment où tu es un fantôme pour les suivants. Alors, c'est là où tu peux avoir une approche négative ou une positive, c'est-à-dire que soit tu n'existes pas et que tu n'es fait que passer, ou alors justement, c'est que tu as existé, donc ton existence mais je n'ai pas dit qu'on était intéressant. Mais tu peux avoir deux visions totalement, deux approches ou deux retours par rapport à ce livre-là. C'est se dire, je ne suis qu'un élément de passage et un fantôme, bien sûr. Ou alors c'est, quelle que soit la période, ma présence est toujours on va dire, sous-entendue. Exactement. On reste là, d'ailleurs, ça me faisait penser à cette chose quand on visitait le Clos Lucé, c'est dans la région. Hein, on y allait, je me souviens quand j'étais jeune, je disais, tu as une chance de respirer une particule qui aurait traversé les poumons de Léonard de Vinci. Tu vois, ça m'a fait irrémédiablement penser à ça. Moi, j'ai trouvé ce bouquin d'une profondeur philosophique absolument géniale. Alors, contrairement par exemple à celui-ci qu'on a montré au départ, le graphisme ne me touche pas. Je trouve ça vraiment pas super. Je trouve pas ça super bien dessiné. Je trouve pas ça très joli. Je trouve les couleurs pas terribles. D'ailleurs, tu as remarqué qu'il y a plusieurs styles. Il change de style, il change de plein de choses. C'est un peu le bordel. Enfin, moi, en toute honnêteté, je ne suis pas sensible au graphisme, au trait. Par contre, le propos, mais j'ai trouvé ça
d'une intelligence, d'une justesse, d'une profondeur quasiment inégalée dans ce que j'ai pu lire de BD jusque-là. Je trouve le propos de ce bouquin absolument génialissime. Ça s'appelle Ici, en plus, le nom est choisi à la perfection. Et ça raconte quand même des histoires malgré tout, puisque ce qui est génial, c'est que ce sont des fenêtres dans le temps. On voyage dans le temps. Et ces fenêtres nous racontent quand même des petites histoires, des fragments d'histoire. L'Indien, le papy et sa maladie, on le voit jeune, on le voit plus vieux, les enfants qui étaient petits qui s'en occupent plus tard. On voit bien que, quel que soit le temps qui passe, des choses se reproduisent sans arrêt, inexorablement. Noël, les anniversaires, etc. Voilà. Et puis, parce que c'est ça qui est drôle, c'est que parfois, entre autres, il y a une séquence de bal masqué où justement, il y a, je sais pas, il y a 10 périodes qui se juxtaposent parce que la façon même de se déguiser, etc., est quelque chose d'intemporel. Bien sûr, bien sûr. C'est universel. Et puis il y a aussi des moments, il y a quelques rares moments de pure histoire américaine. Entre autres, il y a un moment où on voit une maison, alors après il faut connaître l'histoire, où c'est la moteur du paratonnerre. Edison ? Non, américain. Je ne sais pas. Enfin, je ne sais plus son nom. Mais qui. C'est pas grave. Benjamin Franklin. Il y a Benjamin Franklin qui apparaît, puisque dans une des maisons qui est derrière cette pièce-là, et celle de son fils, et à un moment, on voit, je crois, il y a 2 ou 3 séquences où il y a un rapport à Benjamin Franklin et au conflit qu'il avait avec son fils, puisque son fils ne soutenait pas du tout ses positions politiques républicaine. Oui, quand il revient dans la maison d'en face, en fait, justement. Voilà, là on voit par exemple cette case où on est en 1907, il creuse un trou pour construire la maison, dont on va voir les murs pendant tout le reste de la bande dessinée. Enfin voilà, ça s'appelle Ici. Alors ça vient de sortir, tu dis, ça a 6 mois, ça même pas ? Même pas. Ça coûte une trentaine d'euros. Je peux avouer, c'est une expérience absolument incroyable. Et c'est aussi une approche graphique, parce que, tu vois, ils l'ont sorti en livre, quelque part, ça aurait pu être des tableaux aussi. Toute une collection, une série de tableaux, parce que ce sont des séries. Ça pourrait être un film aussi, effets spéciaux particuliers, mais c'est juste l'idée et la réalisation sont juste impeccables. Même si je n'aime pas les graphismes, j'ai trouvé d'une profondeur assez démentielle, et ça provoque des sentiments différents en fonction probablement de son âge, de son rapport à la vie, à son existence. Moi, ça m'a donné une patate infernale. C'est idiot, hein, ça a cassé le moral de ma femelle, mais moi, ça m'a donné une patate infernale. Ça s'appelle Ici, de Richard McGuire. Il a fait quoi d'autre avant ? Là, je ne sais pas. Je t'avoue que moi, je crois que c'est le premier que j'ai lu de sa part. Et c'est un exercice de style. Donc voilà, c'est presque un livre-objet. Ah oui. Achetez-le, rien que pour l'avoir. Allez-y, voilà. C'est un truc... C'est un objet incroyable à posséder. Et ce qu'il faut, c'est qu'il reste unique. Il ne faut pas que d'autres essayent de copier ce genre-là. Ça n'a plus aucun intérêt. Là, c'est la surprise qui fait. Exactement. C'est l'originalité de la méthode. C'est ça, exactement. Voilà, on a fait le tour, on a montré trois ouvrages représentatifs un petit peu de une parcelle de la culture américaine. Voilà. Donc avec la diversité américaine. Et l'ordre, donc, c'est tout simplement... le pourcentage de lecture chez moi, là j'en avais lu peut-être 15%, là 30 ou 50%, et ça en entier, quasiment d'une traite. Mais en même temps, tu n'as pas les problèmes de vue, de lecture là. Il y a moins les problèmes de vue. Parce que déjà, il y a très peu de dialogue, et puis la construction est quand même, elle est posée. Merci Christophe d'être venu jusque-là pour nous présenter ces trois petits volumes, et puis on se retrouve pour une prochaine émission, pour reparler d'autres choses, je ne sais pas de quoi, mais d'autres choses. On y va ? Ouais. Jenny Reich.